J'ai eu envie d'inviter Alexandre Piquion pour essayer de stimuler, de réinsérer cet étonnement qui permet, enfin en tout cas autour de notions que l'habitude a rendues comme fausses évidences, transforme en fausses évidences. Et c'est chez Alexandre Piquion, ces dernières années, que j'ai éprouvé cet étonnement. Ce qui est chose assez rare en psychanalyse, je trouve, de mon point de vue, même s'il y en a d'autres qu'Alexandre. J'ai pour ma part, mais je pense que vous l'avez compris, été séduite par un certain style chez M. Piquion, un style de dire, à ne pas confondre avec une certaine forme de parole, c'est tout autre chose. Et donc je remercie Alexandre de s'être prêté au jeu. J'ai lancé une phrase qui n'est pas sans lien avec le parcours que nous avons fait ces dernières années. Et nous allons entendre ou essayer d'entendre quelque chose de ce qu'il en fait. Merci Alexandre. Merci Valérie, bonsoir à tout le monde. Alors se prêter au jeu, on ne peut pas mieux dire, puisque c'est effectivement un jeu dans le sens où c'est une expérience à laquelle je vais me prêter avec vous tous, probablement pendant une petite heure, qui est celle d'essayer de faire entendre, à commencer par me faire entendre, ce que je pourrais bien dire au départ de cette phrase de Kojève. Parce que c'est une phrase qui a bien été prononcée par Kojève dans un cours de philosophie qu'il a appelé « Introduction à une lecture de la phénoménologie de l'esprit » de Hegel. C'est un cours qu'il donne dans les années 30 à Paris, auquel assiste Jacques Lacan, qui va épuiser un certain nombre de choses. Et cette phrase, la voici, écoutez-la bien, parce que je ne vais la dire qu'une fois. La compréhension conceptuelle de la réalité empirique équivaut à un meurtre. Voilà, vous l'avez bien retenu, ou pas, vous l'avez entendu, je ne vais pas la répéter. Je vais partir de cette phrase et je ne vais pas y revenir. Pourquoi ? Parce que cette phrase n'intéresse pas le discours psychanalytique. On pourrait partir de chacun des signifiants qui la composent et puis mener un travail philosophique comme le font les philosophes. Moi, je ne suis pas philosophe. Je n'ai pas l'intention de le devenir, même si le champ analytique nous oblige à visiter quelques champs. Et pourquoi cette phrase n'est pas une phrase qui appartient, qui est produite par la structure que nous appelons discours analytique ? Eh bien tout simplement parce qu'elle fait état d'un meurtre qu'elle pose comme une conséquence de la compréhension, alors que l'image du meurtre, qui n'est qu'une image, qui n'est qu'une façon d'imaginariser les choses, le meurtre est la condition de la compréhension, si jamais celle-ci peut un jour advenir. Pourquoi ? Parce que la compréhension par le concept est une façon finalement de dire que nous parlons et que nous ne pouvons nous empêcher, quand nous parlons, de produire du sens. C'est ça le concept. C'est quelque chose qui vient recouvrir un lieu encore, disons, étranger au savoir. Eh bien pour nous, ce lieu, pour nous dans la psychanalyse, après Freud et après Lacan, ce lieu étranger au savoir est un lieu qui va rester étranger au savoir. Parce que c'est un lieu hors sens, c'est un lieu hors savoir, qui fait la condition même de notre parole, qui est la condition même de la possibilité de notre parole. Et ce lieu, dans la psychanalyse, on l'appelle la coupure, entre autres, mais c'est un signifiant qui
qui le dit de façon assez radicale. Et cette coupure, on va l'habiller, on va lui donner un petit peu de consistance en lui donnant le nom assez fréquent de meurtre, effectivement. Le meurtre, pour la psychanalyse, ça va être plutôt le meurtre du père oedipien. Ça va être le meurtre, un cran logique au-dessus, ça va être le meurtre du père de la horde primitive. Deux exemples de coupure. Un autre mot pour dire coupure, c'est séparation. Ce qui était un équivalent de meurtre aussi. Ce sont des façons de faire disparaître quelque chose. Et la façon suprême, reconnue par la psychanalyse, de faire disparaître un objet, c'est la parole. Puisque la parole vient substituer un signifiant, non pas à l'objet, mais à la possibilité même de sa représentation. Il faut d'abord un signifiant avant que quelque chose de l'ordre du sens puisse, en s'associant à un autre signifiant, donner lieu à une représentation. L'objet est de l'autre côté de cette représentation, c'est-à-dire de l'autre côté de ma propre parole, et c'est ce qui va donner à Lacan l'occasion de dire, en s'inspirant de Kojève, son histoire de meurtre, qui lui-même s'inspire de Hegel, qui n'a jamais parlé de meurtre, Lacan dit donc, le mot, c'est le meurtre de la chose. Voilà. Ce qui est un raccourci très imaginarisé, à dessein, pour bien nous faire entendre que la parole est menteuse. La parole procède à la façon d'un tenant-lieu. Donc j'ai écrit ici assez rapidement, il manque quelques éléments, mais les structures des discours de Lacan. Pourquoi ? Parce que le mot soit le meurtre de la chose est une donnée, une conséquence du fait qu'il y ait parole. Que la parole soit instituée, qu'elle soit toujours déjà là pour nous, et on pourra peut-être revenir sur ce que c'est qu'un toujours déjà là, ou en tout cas les incidences que ça peut avoir pour nous, parce que le toujours déjà là est une façon de dire ce que Lacan va appeler le réel, une des nombreuses façons de dire le réel. Mais ce toujours déjà là qu'est la parole a des conséquences. Nous sommes plongés, toujours déjà plongés, et c'est déjà pas très juste de dire ça comme ça, dans un bain de continuité, de discontinuité, pardon, mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut le prendre, c'est plutôt que nous avons toujours déjà incorporé la discontinuité qui fait la parole. Alors quand je dis discontinuité, le signifiant est une matérialité. C'est une matérialité sensitive. On s'arrête beaucoup sur le signifiant en tant que mot, mais le signifiant, ça peut aussi être une température, une couleur, un geste, une démarche. Et on verra peut-être dans notre petite traversée d'aujourd'hui que le corps lui-même est un signifiant. Il a des contours, il est ce que autre chose n'est pas, et c'est déjà une qualité suffisante pour faire d'un segment, un segment sensitif, qui n'en est pas un autre, un signifiant. Si ça s'arrêtait là, on serait en fait assez proche du règne animal dans lequel le langage est un code dans lequel s'échangent des signes, voire même des signaux, c'est-à-dire qu'un signifiant donné correspond à un signifié qui lui est définitivement arrimé. L'exemple qu'on prend souvent, c'est celui de la fumée et du feu, et plus encore, pour les animaux, du feu et du danger. Feu égale danger. Ça ne fait pas un pli. Mais nous sommes affectés, quand je dis que nous avons incorporé la discontinuité, ce n'est pas seulement que nous avons incorporé les différentes qualités, ces différents segments qui font les signifiants, c'est aussi que nous avons incorporé la coupure elle-même. Et la coupure, il faut bien saisir, ce qui est probablement votre cas, qu'elle est réelle. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien en dire
elle est de l'ordre d'un impossible à dire, et nous ne pouvons qu'en recevoir les conséquences, qu'en subir les conséquences. Il y aura eu coupure. Pour bien se représenter ce que c'est que cette coupure, c'est très simple. On prend une feuille de papier, on la coupe en deux. On se retrouve avec deux segments de papier qui sont deux signifiants. Reste le lieu de la coupure. Il demeure. Nous sommes infoutus d'en dire quoi que ce soit. Il n'a pas de matérialité. Néanmoins, il continue d'opérer. C'est ce type de coupure que nous avons incorporé, et c'est parce qu'il y a coupure que nous pouvons parler. Autrement dit, je disais que la coupure est une figure radicale du meurtre. C'est parce qu'il y a meurtre qu'il y a parole. C'est parce qu'il y a meurtre de l'objet, parce qu'il lui est substitué une matérialité qui n'est pas lui, que à la fois qu'il y a meurtre et que nous pouvons parler. Alors, dans le parcours qui pourrait s'annoncer, je me disais tout à l'heure que, et puis aussi au gré de ce que Valérie m'a un petit peu fait visiter tout à l'heure et dit au sujet de la ville, ici, donc la ville d'Uzès, il me semblait assez à propos, je ne sais pas exactement pourquoi, d'essayer de parler du discours de l'analyste en tant qu'il est le discours de la création. En tant qu'il est le discours de la création, ce qu'on va pouvoir entendre de bien des façons différentes. Le discours de la création, c'est-à-dire la création d'une œuvre. Très bien, et les œuvres sont rares, hein. L'art est rare, surtout en ce moment, où vous observez comme moi que le divertissement est de plus en plus fréquent, mais l'art est de plus en plus rare. Donc les artistes sont de plus en plus rares aussi. Première approche de ce que peut être une création. La création, c'est aussi l'avènement du sujet, puisque c'est ce dont il va être question dans le discours de l'analyste, non sans passer par le discours de l'hystérique. Et puis il faut quand même rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que la création, c'est aussi la création avec un grand C. Notamment une création dont Lacan fait un moment central dans de ses séminaires dans l'éthique, qui est la création ex nihilo. Et la création ex nihilo, après ce que nous venons de nous dire, vous apercevez qu'elle n'a rien à voir avec ce qui se crée à partir de rien. Lacan le dit dans l'éthique, rien ne se crée à partir de rien. La création ex nihilo, c'est une création qui arrive à l'endroit où, dans ce qu'il y a, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est une création qui, au départ de ce qu'il y a, advient, surgit, et c'est une figure là d'une radicalité, d'une altérité, d'une radicale altérité sans appel. À cet endroit surgit quelque chose d'inattendu, dont on peut estimer que Lacan en a donné une écriture, une symbolisation très épurée avec le discours de l'analyste. Alors, je rappelle qu'une chose que vous savez aussi, c'est qu'un discours, c'est évidemment quelque chose qui doit être mis en relation avec la discontinuité. Discours, discontinuité. Que se passe-t-il quand nous autres, les êtres parlants, avons toujours déjà incorporé la discontinuité qui fait que nous parlons? Eh bien, il se passe quoi? Il se passe la mise en place, l'instauration, l'advenue d'un discours, qui est donc une structure. Une structure, ça veut dire quoi? Une structure, ça veut dire que c'est un réseau de relations qui détermine les places. Ce ne sont pas des places avec des éléments, des entités, des objets, et qui décident d'avoir des relations entre elles. Pas du tout. C'est un réseau de relations qui va déterminer des places. Pourquoi c'est important de faire de la relation quelque chose de premier dans la structure? Eh bien parce que la relation est consécutive de la coupure. Il y a relation à l'endroit de la coupure. Il y a de la relation parce qu'il y a impossible rencontre. Si je vais faire
un petit croquis que je fais souvent pour des étudiants. Si je considère cette forme de sphère, comme vous le savez d'ailleurs en passant, les 3 discours qui ne sont pas le discours de l'analyste, ce sont des discours sphériques, c'est-à-dire qu'ils ont un dedans et un dehors, puisqu'ils sont gouvernés par quelque chose qui est de l'ordre, qui est une recherche du tout sens, du tout signifiable. Ici, dans cette boule, il ne se passe pas grand-chose. Pour qu'il commence à se passer quelque chose de l'ordre d'une relation, c'est-à-dire de l'ordre d'un possible événement, il faut qu'il y ait une coupure. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui va plutôt être de cet ordre-là. Ou alors, si je l'écris encore, je le dessine encore autrement, quelque chose qui est de cet ordre-là. Je vais essayer de ne pas... Ça peut être suffisant pour que vous reconnaissiez un tore. Hein? Bien. C'est quelque chose auquel on pourrait arriver un petit peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais rester sur cette affaire de coupure, parce qu'évidemment, un autre nom de la coupure, c'est le trou. Le trou qui va devenir, puisque nous sommes des corps jouissants, le trou qui va devenir l'orifice. Un orifice, c'est un trou dont on fait jouir les bords. Donc, ici, on a bien sûr les bords de l'orifice, n'est-ce pas, avec un tas de trucs qui vont circuler pour faire jouir ce bord. L'orifice, c'est une façon de dire la coupure. Sur quoi se resserre l'orifice quand il n'y a plus rien à couper? Sur rien. Hein? Un discours, c'est donc un réseau de relations qui se dresse à un endroit où il y a une possible rencontre. C'est ce qu'écrit le discours du maître. Le discours du maître qui met donc en présence 2 signifiants. Il faut bien qu'il y en ait un premier. Je pense ici à une phrase de Lacan disant à propos des nourrissons, le cri, il faut que la phrase me revienne, le cri ouvre le gouffre d'où surgit ou d'où jaillit, je crois que c'est ça qu'il me dit, le cri ouvre le gouffre d'où jaillit le silence. Autrement dit, si vous vous souvenez de ce schéma du point de Capiton, cette histoire de cri et de silence fait valoir la valeur rétroactive du signifiant. Un signifiant ne vaut que parce qu'il rencontre une autre qualité sensitive qui n'est pas lui, qui lui est différente. La différence, c'est un autre nom de la coupure. À l'endroit de la différence, petite nouvelle parenthèse, à l'endroit de la différence, il est impossible de dire quoi que ce soit. Il sera possible de qualifier l'un des termes du deuxième auquel il s'oppose, mais à l'endroit de la différence, on se retrouve exactement à l'endroit de la coupure de la feuille de papier dont je parlais tout à l'heure. C'est un endroit réel, logique, non substantiel, qui vient évidemment radicalement s'éprouver à l'endroit de la différence sexuelle, ou plutôt à l'endroit de la différence des sexes que la psychanalyse aura appelé la différence sexuelle, ce qui, évidemment, comme vous le savez, n'a rien à voir avec les différences des pratiques sexuelles, autrement dit avec la sexualité. Alors, cette histoire de discours du maître nous intéresse en cela que le discours du maître est dit être l'envers du discours de l'analyste. C'est-à-dire que le discours de l'analyste le précède sur un plan logique. C'est là que j'en viens à ce que je disais tout à l'heure sans penser que je l'annonçais de cette façon-là, à une forme du toujours déjà là. Le toujours déjà là, qui est une figure du réel,
c'est une façon hegelienne que Lacan reprend à son compte parce qu'elle est incontournable, de parler, encore une figure de coupure, de l'impossible remontée aux origines. J'allais dire à l'origine, mais c'est même problématique de dire l'origine avec un grand O, parce que c'est isoler quelque chose, ne serait-ce que sur le plan logique, qui justement n'a pas de consistance, qui est indatable, et qui n'a de consistance que réelle. Comment je pourrais dire, non pas de consistance justement, mais vous m'avez compris. C'est drôle, je ne sais comment dire. Comment ? Ou peut-être pas. Donc, la remontée aux origines, c'est donc un temps anhistorique. La question de l'origine, c'est un temps logique en fait. C'est un temps qu'on suppose. C'est un temps qui n'est pas datable. C'est un temps avec lequel les Grecs s'étaient débrouillés en faisant apparaître 3 dimensions du temps. Il y avait le chronos qui était le déroulé du temps chronologique, c'est-à-dire celui qu'on peut écrire sur une frise chronologique, une frise historique, une timeline, comme on dirait, sur laquelle on va poser des événements qui vont se succéder. Et c'est le temps du déroulé de notre vie quotidienne qui rythme un matin et un soir. Et puis ils avaient une deuxième qualité de temps qui était l'aion. Et l'aion, là où le chronos est un temps horizontal, l'aion est un temps vertical. C'est-à-dire que c'est un temps logique. C'est un temps sur lequel les événements ne vont pas se succéder, mais ils vont s'empiler. L'aion se distingue du chronos parce qu'il est le temps, par exemple, de la mémoire. Là où le chronos est le temps du souvenir. Le chronos est beaucoup plus relié à nos affects, c'est-à-dire à du signifié, à des enchaînements de sens, alors que l'aion est beaucoup plus question de signifiant et non pas de signifié. Il n'y est pas question d'affect, il y est question de mémoire, c'est-à-dire, et peut-être que c'est une chose qui finalement va devoir apparaître, il s'agit de jouissance et d'inconscient dans l'aion. Aion. Le chronos, ce n'est pas le titan, hein, c'est vraiment le chronos. Et on parlera sûrement de la troisième dimension qui est le kairos. Pendant que je parle d'aion et d'une dimension de l'inconscient et de jouissance, quand on dit que l'inconscient ignore le temps, qui est une formule que vous avez probablement entendue, c'est du chronos qu'on parle. L'inconscient ignore la chronologie. Le temps de l'inconscient, c'est le temps de l'aion, qui est aussi le temps de l'empreinte qui est une empreinte de jouissance. Parce que on parlait de signifiant tout à l'heure en tant que il est corrélé nécessairement à l'idée de coupure, ou à la coupure, mais le signifiant, pour nous les êtres parlants, est affaire de corps. Je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi bien un son phoné qu'un son entendu, qu'une caresse, une température, un geste, une démarche.
C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une qualité sensitive, donc qui engage une jouissance du corps. Sa mise en tension, un éprouvé, c'est là que la psychanalyse se distingue définitivement de la philosophie, puisque la psychanalyse est une pratique qui vient mettre un dispositif à l'épreuve. On vient faire l'épreuve de quelque chose dans la psychanalyse. Et quand je dis faire l'épreuve, vous entendez bien qu'il s'agit autant d'éprouver quelque chose que de chercher à faire l'épreuve, et des preuves qu'on ne trouvera pas. Puisque la parole, étant donné qu'il y ait question de coupure, repose sur un lieu hors sens, qui serait idéalement évidemment le lieu de la preuve, celui de la garantie, celui qui associerait définitivement un signifiant à un signifié. Donc, cette histoire d'Aion, de Chronos et de Kairos est un bon support pour essayer d'appréhender ce qu'il en est du temps de l'inconscient, qui est le temps de l'Aion, qui se distingue du temps qui est ignoré de l'inconscient, qui est le Chronos. Je disais que l'Aion était le temps de la mémoire. C'est le temps de la mémoire parce que c'est le temps de l'empreinte jouissante que notre corps garde du signifiant. Et notre corps garde cette empreinte du signifiant en suivant des sillons qui sont des sillons primordiaux, qui sont les sillons de la première, des premières empreintes signifiantes que nos corps aient pu éprouver. Ce que Lacan a appelé la langue. En un seul mot, la langue, en un seul mot, parce que ce sont des morceaux de signifiants qui ne font pas encore sens, autrement dit, qui ne font pas encore chaîne. Quand on dit que des signifiants font sens, il faut vraiment l'entendre comme une idée de direction, d'orientation. Les signifiants s'orientent les uns les autres. Ils s'orientent les uns les autres dans l'Aion, qui est un temps logique, qui est un temps, en ce qui concerne les signifiants, où ça se passe sans nous. Le rouge n'a pas besoin de nous pour être différent du bleu. Nous allons les percevoir comme tels. À l'endroit de leur différence, nous serons infoutus de dire quoi que ce soit, mais ils n'ont pas besoin de nous pour être deux qualités distinctes. Donc cette histoire de la langue, elle vient aussi à l'endroit de l'Aion, et c'est elle qui va raviner, comme l'aura dit Lacan plus tard, dans les années 70, elle va raviner le corps, parce que le signifiant, c'est là, pour ça que j'amène cette histoire de la langue, le signifiant est à la fois ce qui empêche une certaine jouissance, il y a de la coupure. C'est pour ça que dans le discours du maître, il y a une perte de jouissance, mais il y a aussi, dans le discours du maître, un gain de jouissance. Parce que, ici, l'objet qui est le plus de jouir, que vous entendez dans son équivoque, plus de jouir de la jouissance en moins, et plus de jouir de la jouissance en plus, quelque chose du signifiant qui fait jouir le corps. Donc le signifiant nous engage dans quelque chose d'absolument paradoxal, qui est à la fois une jouissance en moins et une jouissance en plus. Une jouissance en moins, et c'est pour ça que on est là vraiment sur le registre du réel, une jouissance en moins que nous supposons, parce que nous avons toujours déjà parlé. Donc cette jouissance en moins, personne ne la connaît, personne ne l'a jamais éprouvée. Étant donné qu'il y a du manque à être en raison de notre qualité d'être parlant, nous supposons que nous sommes des faits d'une certaine totalité, qui est une totalité que nous n'avons jamais connue, qui néanmoins nous aimante, et dont nous ne pouvons pas nous défaire.
Nous ne pouvons pas nous défaire de l'horizon d'une totalité jouissante alors que nous ne l'avons jamais connue. C'est ce qu'écrit le discours du maître. Je rappelle ce que j'aurais peut-être dû écrire, la structure d'un discours part de la vérité, qui va trouver seulement deux chemins pour se dire. La vérité, c'est quelque chose, exactement comme dans le christianisme et particulièrement dans le Nouveau Testament, qui ne trouve d'appui que de pouvoir se dire, ou même que du fait de se dire. La vérité, c'est quelque chose qui concerne uniquement les êtres parlants et qui ne passe que par la parole. Dès qu'il y a parole, il y a expression de vérité. Mais la vérité, c'est quelque chose aussi qui, étant donné qu'elle est de l'ordre d'un toujours déjà là, et que puisqu'elle est un fait de dire, elle repose aussi sur quelque chose de l'ordre de la coupure, c'est-à-dire d'une absence, et peut-être qu'on reviendra sur cette histoire d'absence tout à l'heure, puisqu'on vient de parler de christianisme, eh bien la vérité, elle va trouver deux moyens de se dire, l'un par le semblant, et l'autre par la jouissance. Mais comme elle repose sur un fait de dire, eh ben elle est aussi un fait de coupure, donc il y a quelque chose là qui est perdu. C'est une autre façon de dire ce que dit Lacan dans Télévision, c'est que la vérité, on ne peut pas toute la dire. Dire toute la vérité, ça ne se peut pas. Je crois que quelque chose comme ça qu'il dit, parce que les mots y manquent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas assez. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour ça, d'une part, pour dire toute la vérité, mais c'est surtout que la vérité étant un fait de parole, la parole ne pouvant pas se dire elle-même, il y a quelque chose qui ne bouclera pas. Et ce qui ne va pas boucler, d'ailleurs, sur cette histoire de vérité, c'est que je vais toujours me heurter à quelque chose qui sera inassimilable à du sens. Il y a toujours quelque chose qui va faire résidu, qui va faire reste. Ce reste, c'est ce que Lacan écrit avec une lettre, qui est la plus petite unité signifiante pour nous qui sommes affectés de la parole. Alors, la vérité, elle va donc prendre deux chemins, elle va essayer, c'est tout ce qu'elle peut faire, un semblant, le mot c'est le meurtre de la chose, c'est un tenant-lieu. Quelque chose se dit et va prendre la matérialité d'un tenant-lieu. Et puis, comme il s'agit d'un signifiant et que nous sommes des corps jouissants, eh bien, elle va aussi prendre le chemin de la jouissance. Une jouissance dont il nous est difficile de dire quoi que ce soit, qui va de toute façon causer une perte puisqu'il y a coupure. C'est donc ce qu'écrit le discours du maître, où vous voyez, je vais rajouter des flèches, telles que le discours les impose. Ces flèches, ce sont les flèches, c'est une mise à plat. 1, 2, 3, 4. C'est ça. C'est une mise à plat. Je vais plutôt la présenter comme ça. Je vais le refaire, d'accord ? Plutôt présenter comme ça.
c'est une mise à plat d'un tétraèdre. Hein. Et imaginez que ce tétraèdre a été réduit à 2 dimensions, c'est-à-dire que les relations, les flèches, ce sont ces flèches-là en fait, hein, ce sont des relations, ont été abattues comme un château de cartes pour pouvoir s'écrire en 2 dimensions. Hein. Seulement, parmi ces flèches-là, il y en a une. Ce que j'écris là, ça vaut dans tous les discours. Il y en a une qui est empêchée, qui est impossible. En réalité, elle n'est pas exactement impossible. Elle marque une impuissance. Elle marque une impuissance ici en bas, là où, là-haut, il y a une relation parce qu'il y a un impossible. Une relation, c'est quelque chose qui arrive à l'endroit d'un impossible. C'est pour ça que le discours, cette incorporation de discontinuité, est aussi synonyme de lien social. Il y a lien social là où il y a impossible rencontre. Je vous laisse déplier les dramatiques conséquences que ça peut avoir si on commence à lire les politiques publiques qui nous environnent. C'est le contraire qui est en train de se passer. Hein, où on essaye au contraire de trouver de l'adhérence partout. Je vous rappelle que l'adhérence, en ce moment, elle se propose à nous sous 2 visages. L'adhésion et l'opposition. L'adhésion et l'opposition sont 2 figures d'adhérence. Or, ce que nous enseigne la psychanalyse, c'est-à-dire sa pratique, c'est qu'il n'y a de relation que là où il y a un impossible, c'est-à-dire du réel. Du réel, je vous rappelle, dans le réel, c'est un registre qui fait suite au fait qu'il y ait parole. C'est la limite du symbolique. Mais c'est une limite liée au fait qu'il y a du symbolique. S'il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de réel. De la même façon que s'il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas d'imaginaire. Il faut distinguer, par ailleurs, l'imaginaire de l'imagination. Que ce soit vraiment, pour nous tous, tout à fait distinct. L'imagination, c'est une symbolisation. C'est-à-dire que dans l'imagination, si je vous raconte une histoire d'ogre, vous voyez bien que c'est quelque chose que nous allons ensemble imaginer, et que ça n'est pas quelque chose, à moins de vouloir nous faire des sensations fortes, que nous allons nous imaginer. C'est la différence que Lacan fait entre imaginer et s'imaginer. L'imagination est symbolique, et l'imaginaire, c'est autre chose. L'imaginaire, c'est ce dont nous avons tous besoin pour faire quand même un petit peu de sens, dresser des passerelles de sens au-dessus de ce qui n'en a pas, et qui s'appelle, de tous les noms qu'on vient de dire, qui sont tous des figures du réel, la coupure. Hein? Alors, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, donc je ne sais... Ouais. Je disais tout à l'heure que nous pourrions peut-être parler, et je finirai peut-être pendant quelques minutes avec ça, que nous pourrions peut-être parler de création. Si je reprends le discours du maître, S2, c'est comme ça que Lacan écrit ce qui finit par s'appeler, dans la psychanalyse lacanienne, le savoir. Mais le savoir, ça n'est pas tant le deuxième signifiant qui apparaît que, il faut le redire, la relation entre les deux.
Le savoir, c'est autant ce qui apparaît que ce qui apparaît avec son histoire. Hein, son histoire de relation. Ce savoir, dans le discours du maître, il a donc une origine. C'est ce qui nous pose problème dans cette phrase de Kojève. C'est pour ça qu'il a fallu la remettre à l'endroit. C'est-à-dire que la compréhension conceptuelle n'équivaut pas à un meurtre. Le meurtre permet la compréhension conceptuelle. Et dire que la compréhension conceptuelle équivaut à un meurtre, c'est parler depuis le discours universitaire. La compréhension conceptuelle, c'est-à-dire le savoir sans son histoire, c'est-à-dire sans sa référence à un signifiant qui l'aura toujours précédé. Donc c'est un compte-rendu de savoir, en fait, hein, le savoir dans le discours universitaire, et c'est ce qu'on lui demande. C'est absolument nécessaire, c'est précieux. Simplement, ça ne peut pas être un compte-rendu de savoir qui va se prendre pour un éprouvé de savoir. L'éprouvé de savoir, il est évidemment là, puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir que le discours du maître est aussi ce qui fait que Lacan, encore en relation avec Hegel, va tourner autour de la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître, l'esclave qui sait comment faire jouir le maître. Bon, tout ça est une dialectique très étudiée et extrêmement fine et passionnante. Ici, c'est un savoir qui refoule, qui oublie, qui ne veut rien savoir du fait qu'il a une origine. Qu'il a une origine, c'est-à-dire qu'il est pris dans un réseau de relations. Je passe assez rapidement sur le discours de l'hystérique parce que le discours de l'analyse va me permettre d'en parler. Quand je parlais de création tout à l'heure, et particulièrement de création ex nihilo, en disant que le discours de l'analyste était une façon de l'écrire. Sur un plan artistique, écrire une œuvre, être l'auteur d'une œuvre, ça suppose un acte. L'acte de dire, c'est donc effectivement, on ne se trompe pas quand on le suppose, quelque chose qui est en regard avec la pulsion, mais c'est la pulsion en tant que elle est déjà le produit de quelque chose qui a à voir avec la parole, comme le disait Lacan, c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire. Et un dire, c'est un temps de coupure. Le tort, les orifices ne font que ça. Hein. Les sphincters sont là pour couper, hein, sauf l'oreille. Donc cette histoire d'œuvre, d'artiste, d'art, vient justement essayer de cerner cet endroit que j'ai appelé aussi le trou tout à l'heure, cet endroit hors sens qui est un endroit nécessaire pour qu'il y ait parole. C'est un impossible à dire qui permet les possibles. C'est néanmoins un endroit dont on ne peut rien dire. Un endroit qui échappe au sens, qui échappe au symbolique. Interpréter une œuvre, c'est se faire interprète de l'œuvre. Ça veut dire accepter d'être joui par les signifiants de cette œuvre. D'en être traversé, ça veut dire d'être traversé de leur discontinuité. Autrement dit, c'est par la jouissance de notre corps d'interprète que l'agencement des signifiants d'une œuvre va pouvoir trouver sa matérialité. C'est d'abord une affaire de jouissance, puis éventuellement
du sens du côté du public, de l'auditeur. Hein. Mais la préoccupation d'un artiste-interprète, c'est d'abord d'accepter d'être joué par le texte. C'est là qu'il fera bien jouer ses partenaires, d'ailleurs. Mais vous voyez comme on tourne, là, je parlais de pulsion, on tourne entre jouer, être joué et faire jouer. Hein. Ça, c'était pour parler un petit peu de l'œuvre, de sa création, de son interprétation. Je parlais tout à l'heure aussi de la naissance du sujet, en tant que le discours de l'analyste y contribuait, la permettait. C'est même le seul discours qui, puisque dans le discours de l'universitaire, dans le discours de l'hystérique, le sujet est agent, va venir interroger ce qu'il en est des signifiants qu'il détermine pour faire apparaître un nouveau savoir, mais c'est aussi un savoir qui sera impuissant à rejoindre, parce qu'il y a eu coupure, hein, il y a toujours déjà eu, c'est toujours déjà fini, hein. Qui sera impuissant à rejoindre le lieu de la vérité, qui est là, le lieu du corps jouissant dans le discours hystérique. Mais c'est quand même un sujet qui est à l'œuvre. C'est ce sujet qu'on va retrouver dans le discours de l'analyste, puisque depuis la place de semblant d'objectita, c'est-à-dire à la fois une place logique, mais qui est aussi une place qui va à la fois être à l'endroit de la perte de jouissance et d'un gain de jouissance, c'est ce que l'analysant demande quand il vient parler, il vient jouir de la parole. C'est la condition pour qu'advienne un sujet qui va se défaire des signifiants qui l'ont surdéterminé, dans lesquels il est prisonnier, des significations dans lesquelles il s'est figé. Les significations ce sont des qualités arrêtées du sens. C'est du sens qui s'est arrêté. Et c'est nécessaire, hein. On a quand même besoin de s'entendre sur quelques significations pour pouvoir se trouver à la gare, par exemple. Mais le sujet, en général, est un sujet aliéné, c'est-à-dire qu'il est aliéné par des significations qui le figent, par des signifiants qui le surdéterminent. Et ce qu'il va découvrir dans la psychanalyse, par la traversée analytique, c'est qu'il va pouvoir découvrir de nouveaux signifiants qui l'auront déterminé, se défaire de certains d'entre eux, mais qu'il ne pourra pas se défaire de sa détermination signifiante parce qu'il est aliéné au langage. Il est le produit d'une chaîne signifiante qui a toujours déjà traversé le corps. C'est notre qualité humaine, c'est notre condition humaine. Et quand on dit condition humaine, il faut entendre notre condition humaine, c'est notre lot, mais c'est aussi la condition de notre humanité. Sine qua non. Ce qui fait que notre humanité est toujours quelque chose qui est devant nous, à gagner. Ça n'est pas un point depuis lequel nous parlons. C'est quelque chose qui est toujours un horizon. Et en disant ça, je suis peut-être en train de dire une façon du désir qui emmène le sujet. Le sujet, c'est asubstantiel. Hein. Il n'a pas de consistance. Et il est emmené de signifiant en signifiant. Il est représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant. Tout ça, au départ de la coupure. Et la coupure ici, elle vient aussi se dire ici. C'est-à-dire que l'analyste met l'analysant au travail, un sujet peut advenir, mais c'est là qu'il y a création, qu'il y a naissance du sujet et création pour le sujet. C'est là que l'expérience psychanalytique invente, que la psychanalyse se réinvente avec chaque sujet. C'est que les signifiants qui sont produits, qui sont épurés, nettoyés, ou dont il s'agit de se séparer,
sont des signifiants qui sont impuissants à rejoindre un savoir préexistant, qui est ici un savoir inconscient, plutôt du côté de l'analyste, sont des signifiants qui vont donner lieu à un savoir nouveau. On connaît le savoir nouveau, il est déjà du côté du discours de l'hystérique, mais là c'est un savoir nouveau pour le sujet, et c'est un savoir nouveau qui est j'allais dire qui est tout autre, mais le tout avec la psychanalyse, ça marche pas très bien. Comment ? Inédit, absolument. Quelque chose qui est inouï, qui est radicalement nouveau. Donc aussi radicalement autre. Merci. C'est ça. Et c'est là que la question de la naissance du sujet rejoint celle de la naissance de l'Église, qui elle-même est consécutive de la naissance du christianisme. On peut le dire en prenant pour support la question du tombeau vide. Le tombeau vide, donc, qui fait suite à l'événement chrétien qui est l'événement pascal. Et le tombeau vide, c'est une forme de figuration de ce qui permet un commencement en tant qu'il n'a pas de sens. Le tombeau vide, c'est l'absence, comme le dit Lacan. C'est-à-dire un endroit qui échappe au sens, au départ duquel quelque chose de l'ordre d'un savoir radicalement nouveau, c'est-à-dire qu'il est imprévisible. C'est pour ça que dans le discours aussi de l'analyste, son éthique, l'impossible auquel il nous confronte, c'est l'indécidable. L'indécidable, au sens logique, comme l'établissait Popper, la philosophie des sciences, mais surtout l'indécidable en tant qu'imprévisible. Et c'est ce qui fait la qualité d'une création qui mérite ce nom. C'est ce qui fait la qualité de la création ex nihilo. C'est-à-dire, au départ de ce qu'il y a, dans ce qu'il y a une place depuis laquelle il n'y a rien, à laquelle il n'y a rien, et depuis laquelle peut apparaître quelque chose. Voilà. C'est en cela, je pense qu'on peut dire que le discours de l'analyste aura précédé le discours du maître, qui devient son envers. Son envers, ça veut dire quand même une façon de faire avec et de ne pas vouloir le savoir. Hein. C'est quand même ça. Hein. Puisque le sujet ici, dans le discours du maître, se retrouve dans une position aletheia, c'est-à-dire à la fois oubliée, mais l'aletheia, c'est aussi ce sur quoi on lève le voile. Mais pour pouvoir lever le voile, il faut quand même que le voile reste. Hein, si on lève le voile sur la vérité, elle n'est plus la vérité. Voilà. C'est-à-dire ce qui revient à dire qu'elle peut toute se dire. Or, ce qui caractérise la vérité, qui est un fait de parole, c'est justement la parole ne pouvant se dire elle-même, que la dire toute, ça n'est pas possible. Je continue un petit peu ? Vous avez des questions ou, oui ? J'aimerais bien qu'on complète le kairos.